toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux en cette heure matinale pour cette table ronde dont je vous rappelle le titre, l'entreprise au chevet de l'ascenseur social. Je vais vous présenter nos participants. Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF. Antoine Frérot, président du conseil d'administration de Veolia. Dominique de la Garandrie, ancien bâtonnier de Paris, premier bâtonnier de Paris. Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain. Nicolas Namias, président du directoire de BPCE. Vous aurez l'occasion de leur poser des questions une fois qu'on aura entamé ces échanges. Et c'est vous, Patrick Artus, qui allez introduire les débats pour le Cercle des économistes. Merci Isabelle, bonjour à tous à cette heure matinale. Oui, ce que je vais faire, je vais introduire ce sujet de la mobilité sociale et je vais donner 2-3 chiffres qui sont assez révélateurs du problème de la France. Et puis j'essaierai d'expliquer d'où vient ce problème français de faible mobilité sociale. Et puis enfin, je dirai quelques mots en introduisant les exposés qui vont suivre sur ce qu'on peut attendre des entreprises pour améliorer la mobilité sociale. Alors, il y a plusieurs manières de mesurer la mobilité sociale. En général, les économistes retiennent 2 façons. D'abord, l'évolution de la catégorie socio-professionnelle entre les parents et les enfants. Et plus précisément, puisque ça fait remonter beaucoup dans le temps, vous comparez la situation de présente à la situation d'il y a 40 ans. Et comme il y a eu une très forte hausse du taux d'emploi des femmes, on compare plutôt la situation socio-professionnelle des pères à la situation socio-professionnelle des fils. Alors, quand on fait ça en France, on s'aperçoit que 28% des hommes occupent une position sociale supérieure à celui de leur père et 15% des hommes ont une position sociale inférieure à celle de leur père. Donc il y a une amélioration tendancielle il y a une mobilité sociale faible, une amélioration tendancielle du niveau social des personnes, mais elle est extrêmement lente. Et par exemple, vous avez un autre chiffre, je ne vais pas vous assommer de chiffres, presque 60% des fils d'employés ou d'ouvriers sont employés ou ouvriers. Donc il y a vraiment un très grand immobilisme social et j'y reviendrai. Alors il y a une deuxième mesure qui était extrêmement intéressante, je crois, du degré de mobilité sociale dans un pays, qui est la corrélation entre le salaire des pères et le salaire des fils. Et là, il y a vraiment 2 groupes de pays. Vous avez des pays où il n'y a aucune corrélation, c'est-à-dire le salaire des pères ne présume en rien du salaire des fils. Alors, par exemple, l'Australie, la Norvège, la Finlande, le Canada, la Suède, à peu près l'Allemagne, voient cette situation où il y a vraiment une décorrélation entre le salaire des pères et le salaire des fils. Et alors, la France, malheureusement, est dans le groupe des pays où il y a une très forte corrélation. Il y a une corrélation, très significative, avec d'autres pays, avec le Royaume-Uni, avec l'Italie, avec les États-Unis, mais la France est un pays où le salaire des pères donne une très bonne prévision du salaire qu'auront les fils. Donc retenons que, quelle que soit la mesure de la mobilité sociale en France que vous utilisez, vous concluez que la mobilité sociale est faible, que la situation sociale des personnes s'améliore, mais extrêmement lentement, et qu'il y a vraiment un très grand immobilisme social. En perspective, on peut craindre que cette situation ne s'améliore pas. Si vous prenez les travaux de France 2030, qui sont très remarquables sur les perspectives de l'emploi en France, vous voyez que les 3 professions pour lesquelles il va y avoir le plus de création d'emplois sont les chauffeurs de bus et de camions, les aides-soignantes et les aides à domicile. Et donc, il n'y a probablement pas de perspective, compte tenu de cette structure prévisionnelle des emplois, d'amélioration forte de la mobilité sociale. Alors, d'où vient cette faiblesse de la mobilité sociale ? Je crois que cette faiblesse de la mobilité sociale vient très largement du système éducatif. Et vous avez des caractéristiques du système éducatif en France qui sont extrêmement défavorables,
Et si vous regardez, par exemple, les enquêtes PISA qui ont été publiées en 2023, l'année dernière, on voit que la France, d'une part, a des niveaux de compétences des enfants en lettres, en mathématiques, en sciences, extrêmement faibles, mais surtout que l'écart de compétences, alors on mesure cet écart de compétences par la différence du score PISA, l'écart de compétences des enfants entre les enfants qui sont, l'OCDE utilise le terme, socialement favorisés, c'est les enfants de familles bourgeoises, éduquées, etc., et les enfants qui sont socialement défavorisés, est parmi le plus élevé dans tous les pays de l'OCDE qui font l'objet de cette enquête. Et vous avez d'autres enquêtes qui sont absolument effrayantes. Il y a l'enquête TIMSS sur le niveau en sciences des enfants, où il y a un seul pays pour lequel le niveau en sciences des enfants est plus élevé que la France, c'est la Géorgie. Et tous les autres pays ont un niveau en sciences des enfants très supérieur au niveau en sciences de la France. Donc je crois que l'école est un endroit de reproduction sociale. L'école n'améliore pas le niveau social des enfants par rapport à celui de leurs parents. Probablement, soit elle est neutre, soit même elle dégrade légèrement le niveau social des enfants par rapport à celui de leurs parents. Alors, pour terminer, alors le constat quand même est assez accablant. On a compris. Et alors, évidemment, il faut distinguer les grands groupes qui font des efforts de formation, on va le voir, les PME, mais je crois que la France est un pays donc, où l'immobilité sociale est très forte. Cette immobilité sociale est largement due aux déficiences du système éducatif. Et je crois que les entreprises ne peuvent pas attendre que le système éducatif s'améliore. Et donc le devoir des entreprises est de se substituer au système éducatif pour embaucher des jeunes qui ont quitté l'école, comme plein d'entreprises qui sont présentes sur ce plateau le font, pour les amener à des diplômes, les amener à un emploi, parce que le système éducatif français s'est continuellement dégradé depuis le début des années 2000, et ça sera un très très long travail de l'améliorer. Et donc c'est un devoir des entreprises, en réalité, de se substituer au système éducatif défaillant pour essayer de réduire cette mobilité sociale. Et il y a un autre débat, qui est un débat aussi entre économistes, qui est le rôle des allègements de charges sur les bas salaires. Il y a un débat pour savoir si les allègements de charges pour les bas salaires ne bloquent pas les salariés à un niveau de salaire bas qui convient essentiellement, qui donne à l'entreprise donc ces allègements de charges. Et donc peut-être qu'il faut réfléchir aussi à l'évolution de ce régime, de cette situation où au niveau du SMIC, on a pratiquement une suppression des charges sociales, ce qui fait un piège à SMIC, quoi, je veux dire, un piège à niveau de salaire pour les salariés. Donc voilà ce que je voulais dire, qui n'est pas très encourageant en introduction. Merci beaucoup, Patrick, pour effectivement ce constat. Est-ce que vous le partagez, Jean-Pierre Farandou? Est-ce que vous pensez que le système éducatif français est effectivement défaillant? Et est-ce que vous pensez que c'est votre rôle, vous, comme chef d'entreprise, du surcroît d'une entreprise publique, de pallier ces défaillances? Oui, bonjour à tout le monde. D'abord, on est sur des sujets lourds et graves. C'est important parce que derrière, il y a des concepts. Alors, les mots sont pompeux, mais on va les traduire. Ce sentiment qu'ont les gens d'être assignés dans leur position, de ne pas pouvoir se développer, de ne pas pouvoir grandir, ça tue l'espoir. C'est pas bon de tuer l'espoir. L'espoir, c'est très important, mais il faut le réaliser. Et deuxièmement, et on voit aussi, ça peut faire écho à ce qu'on entend, parce qu'il y a ce moment un peu particulier dans lequel on fait ces rencontres, ces moments d'élection en France, cette notion de déconnexion. On l'entend pas mal en disant les élites sont déconnectées. Et c'est vrai que quand on stratifie les classes un peu quelque part dans une entreprise ou dans un pays, on voit qu'il y a un problème entre les élites, les dirigeants et la base. Si on ne se parle pas, si on ne se connaît pas, on a un problème. Voilà. À la SNCF, j'allais dire, on a l'habitude, on a de la chance en fait. Et on est vertueux un peu par construction, puisque l'éducation nationale, même quand elle marchait bien, elle ne nous formait pas les conducteurs de train, elle ne nous formait pas les aiguilleurs, elle ne nous formait pas bien les mainteneurs de la voie ferrée, les mainteneurs de nos TGV. Voilà. Donc au fond, on sait ce que c'est que recruter pour former. Et nous, dans le recrutement, d'ailleurs, bien sûr, il y a quelques bases minimales, mais le savoir-être compte de plus en plus.
Voilà, donc au fond, ça donne toute sa chance à tout le monde, ça. Hein. Ce qui compte, c'est l'envie, c'est la personnalité, c'est un attachement à ce métier, un attachement à l'entreprise. C'est ça qu'on va rechercher. Et donc, on met le paquet, effectivement, dans la promotion interne. Je crois que c'est une des grandes forces de notre entreprise. Un chiffre, on ne va pas abreuver avec des chiffres, il y en a un qui est spectaculaire. 80% de nos cadres sont issus du collège d'exécution. Donc ils ont fait un parcours, ça veut dire qu'il y a un nombre très important de nos collèges d'exécution, nos ouvriers. C'est quoi un collège d'exécution? C'est la base, voilà, c'est les ouvriers, c'est les agents aux qualifications les plus faibles. Hein, voilà. Souvent ils grandent comme ça et après ils se développent. Donc deux manières de se développer. On se développe déjà même dans la carrière par les qualifications. En gros, même sans passer des examens et des concours, on arrive quasiment à doubler son salaire sur une carrière. Vous êtes l'exemple parfait d'ailleurs de la promotion interne. Exactement. Et surtout, on a toujours très vivace dans l'entreprise, des examens, des concours. C'est ça qui fait que 80% des cadres sont issus de ces emplois de base. C'est très important et c'est ça qui assure la non-assignation et la non-déconnexion. Voilà, non-assignation puisqu'il y a un vrai espoir de progresser. C'est pas un espoir, c'est une réalité. Alors ça ne va pas tout seul, il faut travailler, il faut bosser, il faut accepter une mobilité géographique parfois. Il y a des contreparties, hein, mais elles existent et c'est très important. Et deuxièmement, c'est la non-déconnexion parce que ces cadres qui sont issus du terrain, ben, ils le connaissent. Donc quand ils vont prendre une décision, quand ils vont manager des équipes, ils auront ce vécu de leurs équipes. Et je vous donne un exemple un peu personnel, vous m'en excuserez, mais au moins quand j'ai pu évoquer, vous savez, ce fameux accord qui a fait beaucoup parler de lui sur les fins de carrière à la SNCF. Allez-y. Non, mais je ne vais pas parler de l'accord, mais surtout j'ai pu raconter la pénibilité. En quelques mots, j'ai pu expliquer ce que c'était de faire 30 ans de 3-8. Hein, j'ai expliqué que quand vous vous levez pour embaucher à 4h du matin, il faut se lever à 2h15 pendant 6 jours de suite, ça pique un peu, vous voyez. Et j'ai pu l'expliquer parce que je l'ai fait. Pas longtemps, certes, il faut que je reste humble, mais je l'ai fait quelques mois. Et ces quelques mois où je l'ai fait, ben, c'est très présent dans ma tête. C'est-à-dire le fait de l'avoir vécu, c'est plus de la théorie. Donc le fait que les dirigeants d'une entreprise aient pu, même si c'est peu de temps, vivre la vie des salariés, surtout dans ces métiers à pénibilité forte, je pense que c'est important. C'est un élément de déconnexion, de connexion à l'inverse dans l'entreprise. Donc c'est-à-dire, pardon, juste pour compléter, c'est-à-dire que c'est votre rôle de promouvoir la promotion interne, justement, et également de compenser les difficultés de carrière, la pénibilité. C'est aussi votre rôle comme chef d'entreprise. Et cet accord, effectivement, dont on a beaucoup parlé sur les fins de carrière au sein de la SNCF, en est l'exemple. Oui, ça en est l'exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, la SNCF, c'est une entreprise. Alors certes, on n'a plus le statut, etc. Mais quand même, il y a un attachement très fort, vraiment très puissant, entre le staff et les dirigeants, quoi. Je veux dire, le mot de famille est parfois prononcé, il faut se méfier, mais quand même, c'est pas faux, quoi. C'est une entreprise où les dirigeants, et moi le premier, on se sent en responsabilité par rapport aux gens qui sont chez nous, à nos salariés, à nos cheminotes et nos cheminots. Voilà, en responsabilité, ça veut dire leur faire une carrière, leur faire un parcours. Ça, c'est le sujet de la table ronde. Et là, vous me tendez la perche, donc je vais y répondre. C'est aussi prendre en compte ces 30 ans, ces 35 ans de contraintes personnelles qui usent. Franchement, faire des matinées, des soirées et des nuits. Il y a les agents de la maintenance de la voie travaillent quasiment que la nuit. C'est de plus en plus le cas pour le matériel. Donc vous dormez le jour, vous travaillez la nuit. Même physiologiquement, on sait que c'est pas très bon. Il y a des agents aussi qui dorment pas chez eux tous les jours. Quand vous avez des enfants adolescents, c'est pas toujours simple d'abandonner le foyer pour régler les problèmes. Vous voyez, donc ces contraintes-là, c'est normal qu'on les prenne en compte. Voilà, donc c'est vrai que cet accord, il a eu deux effets. Bon, là, je vais pas trop rentrer parce que je vais dépasser mon temps. Mais en tout cas, pour revenir au sujet principal, je crois qu'encore plus une entreprise publique, mais un groupe privé, ça serait la même chose. Nous, on a un groupe de main-d'œuvre. On a 150 000 cheminots qui travaillent pour l'entreprise. Il est très, très important, effectivement, que ces cheminots se sentent bien dans l'entreprise pour se sentir bien. Cette notion de progrès. Alors, il y a deux types de progrès. Le progrès individuel, la promotion, mais on pourrait aussi parler du progrès, l'ascenseur horizontal, on l'a appelé comme ça. C'est tout ce qui est progrès social collectif. Voilà. Et ce que vous évoquez, cet accord que vous évoquez, il participe aussi d'une promotion latérale, je veux dire collective, où tout le corps social progresse. Voilà, donc vraiment là, les piliers de notre politique RH, et c'est ça qu'on met en place à la SNCF. Merci beaucoup. Antoine Frérot, alors il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait vous interroger. Moi, j'aurais bien choisi l'apprentissage, parce qu'on vous connaît notamment pour votre rôle dans la promotion de l'apprentissage. À la tête de Veolia, à la tête de l'Institut de l'entreprise également. Et est-ce que, finalement, vous avez eu ce sujet tellement à cœur parce que vous connaissez justement toutes les défaillances du système scolaire dont a parlé Patrick, et parce que vous vous dites que ça fait partie de votre rôle de chef d'entreprise, de chef d'une très grande entreprise, de pallier justement ces insuffisances? Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord.
Je vais répondre à votre question, Isabelle, mais j'aimerais revenir un petit peu sur les propos liminaires de Patrick et sur l'ascenseur social en général. Patrick a évoqué la promotion sociale entre les générations. Mais l'ascenseur social, c'est déjà à l'intérieur d'une même génération. Et lorsque l'ascenseur social est en panne, eh bien, c'est une société qui, comme l'a dit d'ailleurs Jean-Pierre, c'est une société qui désespère. C'est une société sans futur pour cette génération-là. Et le sans futur, c'est, je pense, un peu la source des populismes. Patrick a cité des chiffres en France. Il y a des chiffres aux États-Unis qui m'impressionnent encore davantage. Parce que les États-Unis, c'était le pays où on rêvait de l'ascenseur social au sein d'une même génération, que tout était possible. Or, des scientifiques, professeur à Columbia d'ailleurs, si je me souviens bien, a montré que l'ascenseur social aux États-Unis était totalement en panne. Et je pense que ce n'est pas sans lien aussi avec la montée des populismes. Alors, bien évidemment, l'entreprise a un grand rôle. Parce que qu'est-ce que c'est que l'ascenseur social au sein d'une même génération? C'est d'abord la promotion interne dans l'organisation où on travaille. Bon. Et les entreprises sont les organisations de travail les plus nombreuses. Et donc la promotion interne à l'intérieur d'une entreprise, ça me paraît extrêmement important. Extrêmement important pour le moral et l'espoir des salariés, et extrêmement important aussi pour la cohésion sociale à l'intérieur d'une entreprise. Et pourquoi cette mobilité sociale est-elle en panne? Elle est d'abord en panne par, je crains un petit peu, par facilité. C'est-à-dire? Parce que pour promouvoir en interne, il faut préparer les gens à prendre un nouveau poste, un nouveau job. Il faut les former. Et parfois, c'est plus simple d'aller trouver à l'extérieur quelqu'un de tout près, de tout fait. C'est toujours un peu difficile psychologiquement de promouvoir quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise à cause des jalousies à l'intérieur des groupes de travail également. Et que donc, pour promouvoir quelqu'un, il faut généralement pas le promouvoir à l'endroit où il était avant, au milieu de ses anciens collègues, il faut le bouger. D'où les problèmes de mobilité. Or, les mobilités, ça coûte, il y a le travail du conjoint, et pour organiser des mobilités suffisamment nombreuses, pour faire la promotion interne, il faut l'aider, il faut que l'entreprise aide la mobilité. Au moins les déménagements et sans doute un petit coup de main pour le relogement. Bon. Tout ça fait que, à mon avis, effectivement, par facilité, par aussi affaiblissement des postes intermédiaires qu'on appelait des postes de maîtrise, parce que pour la promotion sociale, il faut monter échelon par échelon, employé ouvrier, on passe contremaître, on passait contremaître, puis ensuite on commençait à rejoindre l'encadrement. Les postes de maîtrise se sont beaucoup affaiblis, il y en a beaucoup moins. Et je pense que, et en plus, les contremaîtres, la maîtrise se sent moins bien considérée dans les entreprises. Ceci est également une difficulté. Donc, la promotion interne, ça suppose un gros travail à l'intérieur de l'entreprise. Mais en même temps, ça contribue à une très forte cohésion sociale. Et lorsqu'une entreprise est capable de fabriquer ses chefs, ses patrons, ceux-ci sont mieux, plus reconnus. Et derrière, l'espoir pour tous les autres, un jour, par méritocratie bien évidemment, de pouvoir y parvenir, eh bien ça pèse dans l'engagement qu'ils ont dans leur travail et dans leur entreprise. Et maintenant, pour revenir à la formation. Bien évidemment, pour promouvoir, il faut former. Je ne partage pas l'idée de Patrick que l'école française s'est dégradée. Ce n'est pas le lieu de discuter de ça, c'est un vaste sujet. Je ne pense pas que le niveau en France ait baissé, contrairement à ce qu'on dit. Mais encore une fois, ça me demanderait beaucoup plus de temps pour exposer tout ça. En revanche, je constate que, et ça c'est pas nouveau, c'était le cas avant aussi, notre système de pédagogie de l'école française n'est pas adapté à tout le monde. Et que depuis tout le temps, depuis très longtemps en tous les cas, et il y a à peu près une vingtaine de pourcents de chaque classe d'âge qui n'est pas très à l'aise, ou pas du tout à l'aise dans ce système de formation de l'école assez abstraite, où les savoirs sont abstraits.
et que 20% des élèves n'accrochent pas et ne suivent pas. C'était le cas avant. Et ils sortaient de l'école, ces gens-là, comme toujours, sans qualification. Mais avant, sans qualification, on pouvait arriver à la porte d'une entreprise, à la porte d'une usine, et on arrivait à se faire embaucher quand on avait envie de travailler. Et puis, sur le tas, on apprenait et on progressait. Aujourd'hui, sans qualification, plus personne ne vous embauche. Et c'est là qu'est le problème. Et c'est là qu'arrive l'apprentissage, Isabelle. Parce que si le système d'éducation française abstrait n'est pas adapté à ces gens-là, un système différent, comme la formation par alternance, où on alterne un début de travail sur le terrain avec un maître de stage, et puis ensuite des cours un peu plus théoriques, et on recommence. On voit que ces jeunes qui n'étaient pas à l'aise dans l'école classique trouvent, une fois qu'ils ont vu sur le terrain à quoi servait ce qu'on leur apprenait en classe, on les trouve beaucoup plus attentifs et progresser beaucoup plus rapidement. Ce système par alternance, l'apprentissage en est une des voies, il y en a d'autres également. Hein. Il est, pour cette partie de la population des jeunes, très efficace. Vous le savez, en France, longtemps, il a été faiblement utilisé. Depuis quelques années, il s'est beaucoup développé. On a 700 000 jeunes en apprenti, je crois, aujourd'hui. On en avait 200 000 il y a 6-7 ans. Même 1 million, je crois, Patrick. Pardon ? 1 million, disait On Patrick. a déjà atteint 1 million. Eh bien, écoutez, ça progresse. Et, à mon avis, c'est une très bonne chose. Après, il y en a beaucoup qui sont issus de l'enseignement supérieur aussi. Mais c'est un autre débat. On va... Oui. Alors, oui, on fait aussi l'enseignement supérieur. Mais pour faire de l'alternance, il y a besoin de la moitié, c'est l'école. L'autre moitié, c'est le stage. Donc, c'est des entreprises. Donc, il y a besoin que les entreprises se mobilisent pour faire de l'alternance. Je pense que pour les entreprises, c'est un très bon mode de recrutement. Parce que d'abord, ça permet de bien tester les jeunes et ça permet de les intégrer facilement. C'est vrai des cols bleus comme des cols blancs. C'est très formateur aussi pour les jeunes cadres, la formation par alternance. Et moi, je constate que lorsque ces jeunes arrivent en situation de commandement, parce que chez Veolia, il y a beaucoup de postes de commandement, hein, il y a beaucoup d'ouvriers et d'employés, eh bien, ces jeunes encadrants sont beaucoup plus à l'aise quand ils ont passé par l'apprentissage en études supérieures plutôt que par la voie classique. Donc c'est pour ça que Veolia, par exemple, embauche la plupart de ces jeunes en France par apprentissage. Il y en a plus de 2000 chaque année en apprentissage. Et c'est pour ça que nous avons créé la fameuse école de la transformation écologique, Terra Academia. On ouvrait avant-hier, le deuxième campus à Deauville de cette école de la transformation écologique. On a ouvert à Arras le premier, on va ouvrir à Paris le troisième bientôt. Bref, l'entreprise a un vrai rôle en proposant effectivement l'accueil pour les stages et en mobilisant ses salariés pour encadrer les jeunes alternants. C'est fondamental et pour la promotion sociale et pour la qualification de ces jeunes-là. Merci beaucoup, Antoine Frérot. Dominique de la Garandrie, c'est intéressant d'avoir votre point de vue aussi de juriste sur que peut faire l'entreprise. Elle a un certain nombre de contraintes. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle ne peut pas recruter qui elle veut. Elle doit aussi respecter des quotas. Il y a l'index aussi, hommes-femmes. Qui la contraint. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quel écosystème, dans quel environnement elle peut faire tout ça ? Bien, bonjour à tous. Personnellement, je prendrais le problème un peu autrement, dans la mesure où il faut se préoccuper, bien sûr, de l'éducation à l'école et au lycée, et même en études supérieures, mais je ne me prononcerai pas là-dessus. En revanche, le rôle des entreprises, il est déterminé par la loi. Et par conséquent, tout le domaine de la responsabilité sociale d'entreprise est déjà largement couvert par une série de textes qui imposent ce que je considère comme de vraies contraintes aux entreprises qui ont l'obligation d'établir des plans. Alors, plan de formation, bien sûr, mais plan de vigilance, plan d'égalité professionnelle, que sais-je encore, des index, des indices, va arriver la CSRD,
des BDSE. Pardon, qu'est-ce que c'est parce que les gens... Ce sont des mesures qui sont imposées aux entreprises dans le domaine de leur activité, bien sûr, mais du social et de l'environnement. Et plus on va, plus ça se sophistique. Et ça se sophistique au gré des textes qui interviennent, qui sont, dans un premier temps, des propositions internationales qu'ont adoptées les plus grandes entreprises qui sont là, d'ailleurs, toutes. Et puis ensuite, parce qu'on est en France, on en fait un texte de loi. Et puis ensuite, on passe au niveau européen pour essayer de récupérer un peu de la concurrence quand même. Est-ce que c'est une bonne chose, Dominique de La Garandrie? Est-ce que ça veut dire que les entreprises ne sont pas vertueuses a priori, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, c'est trop contraignant pour elles? Alors, c'est contraignant pour elles, mais elles sont efficaces. Je crois que c'est ce qu'on va entendre ici. Elles sont efficaces parce qu'elles sont équipées, parce qu'elles ont des services qui travaillent ensemble. On est dans une activité très transversale. Environnement, social, c'est-à-dire les RH, les financiers, etc. C'est une nouvelle organisation de l'entreprise et ce sont aussi des demandes nouvelles des salariés parce que en lisant la présentation de cette table ronde, il est question aussi de la réaction de ceux qui sont le plus concernés, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Alors, pour eux, quelle est la promotion ? Ils vont voir le salaire, les conditions de travail et le sens. Quel sens va-t-on donner ? Et je vous entendais tout à l'heure dire on a une promotion interne et on est sûr finalement de faire carrière quand on est à la SNCF. Ça a du sens pour des jeunes. Ils se sentent pris en charge. En revanche, l'ascenseur social a plusieurs paliers. Et quand on arrive au palier du milieu, est-ce qu'on a une chance d'arriver tout en haut ? Ça, c'est une autre question. Alors, la formation, je ne vais pas vous détailler les textes sur la formation. D'abord, c'est très long, ensuite, c'est très ennuyeux, enfin, c'est très compliqué. Mais est-ce que c'est efficace ? Alors, est-ce que c'est efficace ? Monsieur Frérot vient de nous dire que oui. Oui, mais Monsieur Frérot, il représente une grande boîte, une grande entreprise. Globalement, est-ce que c'est suffisamment efficace ? Peut-être pas. Parce qu'il y a une démarche, c'est ce que j'entendais sur les tables hier, il y a une démarche qui doit être vraiment individuelle, c'est-à-dire que c'est à la fois hétérogène et un travail extrêmement délicat pour que chacun soit écouté, pour savoir quelles sont ses attentes, ce qu'il est capable de faire, et l'aider à choisir la bonne formation. C'est extrêmement compliqué, et comme vous le disiez fort bien, la difficulté aussi, et la rivalité à l'intérieur d'une même catégorie. Alors nous raisonnons encore en France par catégorie professionnelle. On ne peut pas casser ces catégories pour plein de raisons. Et là, il y a une ambition pour les entreprises qui est réelle, une obligation qui est réelle et une réalisation qui est réelle aussi, mais au prix d'un travail considérable. Merci. Benoît Bazin, je vous ai vu tout à l'heure acquiescer sur les allègements de charges. Donc ça m'intéresserait de vous avoir là-dessus. Est-ce que, effectivement, les allègements de charges sur les bas salaires ne sont pas des trappes à bas salaire et ne freinent pas l'ascenseur social au sein des entreprises ? Alors, je peux avoir une opinion là-dessus, mais ce n'est pas Saint-Gobain tout seul qui va faire des allègements de charges. Mais oui, c'est évident. Pour moi, ça me paraît évident qu'en France, on a l'écart le plus faible de l'OCDE entre le salaire minimum et le salaire médian. Donc il y a une paupérisation avec cette trappe. Et d'ailleurs, je déborderai peut-être du cadre de l'entreprise, il y a une paupérisation de la fonction publique. Il y a 30 ans, un enseignant gagnait 2,5 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois. Donc quand on paupérise l'enseignement, on a ensuite les résultats Piazza de la baisse de l'éducation. Mais ça, c'est un autre sujet, je pense, qui est très très important parce que c'est l'avenir du pays. Moi, je voudrais revenir peut-être sur un sujet important dans l'ascenseur social, notamment sur les emplois industriels, puisque Saint-Gobain est un groupe industriel. Les emplois industriels, ils sont déjà actifs dans les territoires. Parce qu'on voit que les services, la plupart du temps, se focalisent sur les grandes métropoles. Dans les territoires avec des bassins d'emploi plutôt plus faibles, l'emploi industriel est présent. Et donc c'est lui qui peut dynamiser le territoire, présenter de l'attractivité et présenter du mieux vivre ensemble. Parce qu'avant d'avoir un ascenseur social, l'entreprise, c'est quand même un lieu de vivre ensemble, un lieu d'inclusion, un lieu de valeurs partagées autour d'une stratégie commune et un lieu quand même où on met l'humain
au centre, puisque c'est ça qui nous fait réussir, c'est ça qui nous fait fonctionner. Par exemple, la sécurité au travail, c'est une référence en soi de mieux vivre ensemble. Les grandes entreprises, comme vous l'avez évoqué, ont des politiques d'inclusion, de correction des écarts de rémunération hommes-femmes. Moi, je suis persuadé que l'emploi industriel, c'est avec la formation et la promotion interne. Nous avons 2000 alternants chez Saint-Gobain en France. Nous avons beaucoup d'exemples d'ouvriers qui sont passés ouvriers supérieurs, techniciens, chefs d'équipe, directeurs techniques, directeurs d'usine. Nous avons 80% de nos chefs d'agence. Nous avons 2000 points de vente de négoce de matériaux en France. 80% d'entre eux ont commencé comme vendeurs. Quand on a cette promotion interne, on fait les classes moyennes. Et c'est les classes moyennes qui font les partis politiques modérés, qui sont le socle de nos démocraties. Je pense que si on a vu le populisme aux États-Unis, c'est parce que la globalisation, pendant 40 ans, a détruit une partie de la classe moyenne américaine. D'ailleurs, Joe Biden ne s'y était pas caché, parce que quand il a lancé l'IRA, c'était avant tout remettre du middle class manufacturing aux États-Unis. Mais peut-être pour revenir sur un autre sujet qui déborde tout ça, je pense que l'ascenseur social, il fonctionne d'autant mieux qu'on crée un narratif. C'est-à-dire que oui, il faut du mieux vivre ensemble, oui, il faut de la formation interne pour aller au-delà du mieux vivre, mais il faut aussi, tout ça ce sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes, il faut créer un narratif qui engage, qui valorise l'intelligence collective. Alors comment on peut le construire? Par le dialogue social, du vrai dialogue social, où les corps intermédiaires ont l'impression d'être écoutés et valorisés, les syndicats, du partage de la valeur. Chez Saint-Gobain, depuis plus de 30 ans, on a de l'actionnariat salarié. Il favorise notamment les premières catégories sociales en termes d'abondement. Nous avons 75% de nos salariés de toutes catégories en France qui sont actionnaires de Saint-Gobain, 65 000 collaborateurs au total. Donc ça les inclut dans le succès de l'entreprise, ça les aide dans leur évolution professionnelle et dans leur niveau de vie. Il faut une vraie écoute de nos salariés. On fait chaque année une enquête de satisfaction de nos salariés. 87% de participation sur 160 000 collaborateurs dans 75 pays. C'est bien au-delà même des meilleurs taux de participation qu'on a dans des élections en France. Donc une vraie écoute de nos salariés et fondamentalement un récit collectif dans lequel on inclut chacun. Parce que si on n'est pas dans l'ascenseur, on ne va pas pouvoir monter au 2e ou au 3e étage. Donc je pense qu'il faut ce récit collectif. Il peut être autour de la raison d'être. Notre raison d'être, c'est « Making the World a Better Home ». Nous sommes leader mondial de la construction durable. Et par exemple, nous avons décidé de former 80% de nos équipes à la fresque du climat. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais nous avons formé en 2 ans plus de 50 000 collaborateurs, des ouvriers. On finit une équipe de nuit, on arrête 3 heures avant et on les forme à la fresque du climat. Donc ils ont l'impression vraie d'être associés au narratif collectif et ils sont capables de prendre l'ascenseur. Donc je pense qu'il y a beaucoup aussi de préalables, notamment ce récit collectif que l'entreprise peut apporter. Merci beaucoup, Benoît Bazin. Nicolas Damias, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut donner du sens, créer un récit collectif, un narratif positif aussi pour pouvoir... Alors vous, la banque, pour le coup, en plus, la banque de l'écureuil, hein, tout le monde la connaît, elle est partout. Ça fait partie de votre job de chef d'entreprise? Bien sûr, et bonjour à tous. Bien sûr, moi j'aimerais prendre le sujet de l'ascenseur social, comme on l'a fait jusqu'à présent à travers ce que l'on fait dans l'entreprise et ce que l'on fait chez BPCE avec les banques populaires, les caisses d'épargne ou Natixis, mais peut-être élargir avant de faire ça. Élargir en considérant que l'ascenseur social, au-delà de ce que l'on fait au sein de chacune de nos entreprises avec nos collaborateurs, on a 100 000 collaborateurs chez BPCE, c'est également ce que l'on fait pour la société et ce que l'on fait avec nos clients. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, et ça renvoie à la question du narratif, on voit bien aujourd'hui que le sujet fondamental de l'ascenseur social, en fait, c'est un sujet d'une perception, d'une perte de maîtrise de son destin par l'ensemble et par le plus grand nombre. On voit bien qu'aujourd'hui, toutes les transitions que l'on voit, ces transitions environnementales, technologiques, démographiques, géopolitiques, ces transitions, elles sont formidables, elles créent des opportunités incroyables, mais en même temps, il faut être à l'écoute du plus grand nombre. Ces transitions, pour le plus grand nombre, donnent un sentiment de perte de maîtrise. Et quand il y a un sentiment de perte de maîtrise, il n'y a plus d'ascenseur social. Et donc, moi, ma conviction, c'est que partout où nous sommes, et en tout cas, c'est ce que je veux pour BPCE, notre mission fondamentale, en fait, c'est de redonner à toutes et à tous un pouvoir d'agir, et un pouvoir d'agir sur son destin. En fait, c'est de donner finalement
à chacun la capacité d'aborder l'avenir en confiance. C'est ça aujourd'hui notre mission fondamentale sur l'ascenseur social. Et ça inclut ce que l'on fait en interne, mais ça inclut également ce que l'on fait pour la société avec nos clients. La banque, puisque effectivement je dirige une banque. La banque, c'est ça notre mission essentielle. En fait, c'est d'accompagner chacun dans la construction de son avenir. Sans banque, le monde serait statique. Mais totalement statique. Imaginons comment, sans banque, une famille, un ménage ferait pour s'offrir sa maison, son logement. Ce serait impossible. Ça serait limité à l'héritage. On en revient à la classe moyenne. Imaginons comment, sans banque, une entreprise ferait pour se développer. Elle serait limitée au capital mis par l'entrepreneur, par la famille de l'entrepreneur. C'est de la reproduction. En fait, la banque permet de dépasser la reproduction et permet à chacun de construire son avenir. C'est ça le premier élément de l'ascenseur social. Une fois qu'on se dit ça, eh bien, il faut le faire de manière, ce que j'appelle universelle, c'est-à-dire avec tous nos clients, des plus modestes aux plus aisés, avec toutes nos entreprises, des plus petites aux plus grandes. Il faut permettre à chacun de construire son avenir. Pour moi, c'est ça la clé de l'ascenseur social. C'est pour ça que, par exemple, chez BPCE, nous venons de présenter notre projet stratégique qui est une vision à 2030. Alors, on a des objectifs à 2026, mais il y a une vision à 2030. Cette vision, elle établit un certain nombre de priorités. Première priorité, c'est le logement. Parce que construire son avenir, s'agrandir, construire son ascenseur social, ça commence par le logement. C'est une priorité. C'est pour ça qu'on veut être innovant en matière de financement du logement. Il y a 1001 solutions, je pourrais en parler. Mais c'est ça le premier sujet. Deuxième sujet, deuxième priorité qu'on se fixe pour les années à venir, la compétitivité des territoires. Pourquoi ? Parce que s'il y a une concentration des richesses et de l'activité sur une partie limitée des territoires d'un pays et des territoires français, eh bien ça met fin d'emblée aux ascenseurs sociaux, à l'ascenseur social en région et dans les territoires. C'est pour ça que la compétitivité des territoires, à travers la compétitivité des PME, à travers la compétitivité des infrastructures dans tous les territoires, est là aussi le socle de l'ascenseur social. C'est ça notre premier engagement, en quelque sorte. Avant nos collaborateurs, c'est fondamental. Mais avant même nos collaborateurs, l'ascenseur social repose sur ce que l'on fait pour la société et pour nos clients. Et puis, il y a nos collaborateurs, nos 100 000 collaborateurs. Là, l'ascenseur social, d'abord, c'est le recrutement. Il faut s'engager dans le recrutement. Nous, on recrute près de 20 000 collaborateurs par an. 18 500, pour être précis. Dont 9 000 en CDI. 9 000 en CDI par an. Antoine évoquait les alternants. Chez BPCE, nous recrutons chaque année 4 000 alternants. 4 200, là aussi, pour être précis. Ça, c'est un engagement dans le recrutement. Mais après le recrutement, il y a effectivement la promotion interne, qui est absolument essentielle. Chez nous, c'est le même chiffre d'ailleurs qui a été évoqué. 80% de l'encadrement vient de la promotion interne. 80% de l'encadrement. Voilà, ça c'est le développement interne. Mais j'insiste sur le fait que je crois que nous tous, grandes entreprises, on a des politiques extrêmement fortes en matière de promotion sociale interne. En tout cas, il faut l'avoir. C'est le cas chez BPCE, je crois que c'est le cas chez chacun de ceux qui se sont exprimés ce matin. On a cette conscience-là. Mais je pense que l'ascenseur social va encore une fois au-delà de notre politique de recrutement et de formation. C'est essentiel. Mais l'ascenseur social, c'est d'abord donner à chacun, partout sur les territoires, en l'occurrence partout en France, la capacité à avoir un pouvoir d'agir et à aborder son avenir en confiance. C'est ça le premier élément de l'ascenseur social. Merci beaucoup, Nicolas Damias. Dominique de la Garandrie, je crois que vous vouliez compléter et on va en venir à vos questions. Oui, je voulais juste dire un mot sur ce qui est maintenant, à mon avis, la transition sociale. Ce que vous venez d'exprimer, c'est véritablement une transition sociale. Ça signifie qu'il y a un dialogue entre les besoins de la société telle qu'elle évolue et chaque personne, et que chaque personne reporte cette évolution à l'intérieur de l'entreprise. D'où les phénomènes d'insertion, de diversité, de non-discrimination, d'égalité hommes-femmes et même de salaire décent. Salaire décent, effectivement, qui est un thème qui a été abordé ces derniers temps. On en vient aux questions. S'il y a un micro qui peut... un micro, s'il vous plaît. Il y a une question devant, monsieur. Merci beaucoup.
Merci. My apologies, I will ask the question in English, if it's okay. Pas de problème. Je crois que tout le monde comprend l'anglais. Merci. Cette table ronde. Fernando Morales de la Cruz. I'm a journalist and I have investigated misery and child labor in supply chains. And I think it's extremely important. And when we talk about corporations, we also study the impact they have on their supply chains, because it's not only about the ascenseur social inside of the company, but also in their suppliers. And we can see misery in the supply chains of French companies, even in rural France. And this is absolutely unacceptable. So my request to all of you, perhaps for next year, is that we actually look at the negative impact of corporations in their supply chains. Just recently, there was a study published about the 2,000 largest corporations. They have $45 trillion in revenue. And most of them are actually having a negative impact in their supply chains. So this is something that is making the Sustainable Development Goals fail, and it will, in the end, also make a negative impact in France, in Europe, and in the clients of France and Europe internationally. Thank you. Benoît Bazin, je crois, de Saint-Gobain. Alors, est-ce que vous pouvez juste résumer En français, moi je vais... Alors oui, la question c'est l'impact des grandes entreprises sur la chaîne d'approvisionnement. Négatif. Impact oui. Négatif. Alors on peut le voir en négatif, on peut le voir aussi en positif. Nous sommes présents dans 75 pays et nous sommes organisés par pays parce que nous sommes sur des supply chains locales. Nous fabriquons en Inde pour l'Inde. En Inde, nous avons des centaines de jeunes femmes que nous formons chaque année, que nous prenons sans éducation. Nous avons un impact sur nos 48 milliards de chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros sur notre valeur ajoutée dans la supply chain. Nous faisons 2 milliards de crédits aux artisans. Donc je pense que les entreprises, évidemment, elles ont ce devoir de vigilance qui nous est rappelé par la loi, mais on n'a pas attendu la loi pour savoir comment se comporter avec des principes de comportement et d'action et améliorer dans les territoires. Parce que ce qui vaut en France de l'ascenseur social vaut aussi en Inde, vaut aux États-Unis, vaut au Brésil, vaut au Vietnam. Donc évidemment, on a les mêmes attitudes de promotion, d'embauche, de formation, de respect des sous-traitants. La sécurité chez Saint-Gobain, on la mesure pour nos salariés, pour nos temporaires, pour nos sous-traitants sur les sites quand on fait des constructions d'usines. Donc naturellement, votre question est tout à fait légitime et pertinente. Les entreprises doivent être très attentives à ça, le sont, je crois, pour toutes celles qui sont sur scène. Et il y a aussi un impact très positif. On l'a évoqué à propos des territoires, Nicolas l'a évoqué à propos de ses clients. Nous sommes dans les territoires, où nous avons tout un tas d'activités, et c'est ça qui fait vivre les territoires. Évidemment, il faut le faire bien, vous avez raison de le rappeler, mais nous en sommes parfaitement conscients, et on a un impact très fort, bien au-delà. Un emploi industriel, on dit souvent que c'est 5 emplois induits. Donc vous voyez qu'on a matière à rayonner de façon positive, bien au-delà de nos propres activités, et ça, partout dans le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Une question devant. Merci. Alors, pardon, si vous pouvez vous présenter, c'est ce qu'a fait d'ailleurs le monsieur, parce que c'est toujours intéressant de savoir qui parle. Bonjour à tous, donc je m'appelle Hamza Ben Satem, j'ai 26 ans. Je suis étudiant sur Marseille à Catch Business School et je suis un ancien enfant accueilli à l'aide sociale à l'enfance. Et j'ai aujourd'hui une association qui aide des jeunes qui sont accueillis à l'aide sociale à l'enfance. Et moi, ce qui m'a sauvé, je dirais, lorsque j'étais confié à l'ASE et en foyer, c'est le mentorat. C'est parce que j'avais en fin de compte un parrain qui travaillait dans une entreprise et qui venait une fois par semaine dans mon foyer et avec qui j'avais des discussions, des sorties. Et c'était vraiment quelqu'un qui était hors cadre et ça m'a beaucoup aidé dans ma propulsion, je dirais, dans mon installation aujourd'hui, dans mes études et dans ma vie future. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Il y a une loi, la loi Taquet, donc un décret qui est sorti en février 2024, qui demande aux entreprises d'impulser ce mentorat pour les jeunes accueillis à l'aide sociale à l'enfance. Donc je voulais savoir, en tant que responsable de grands groupes, comment vous allez pouvoir mieux investir auprès des jeunes en difficulté qui sont accueillis à l'aide sociale à l'enfance sur cette problématique. Merci. Merci pour cette question qui rejoint tout à fait le thème de départ sur l'entreprise au chevet de l'ascenseur social. Antoine Frérot va vous répondre. Un petit peu éloigné de l'ascenseur social quand même, hein, puisque quand là, même. c'est plutôt l'ascenseur sociétal, si je puis dire. Bon, alors, moi, je peux vous donner l'exemple de Veolia, mais il y a autant d'exemples, je pense, que d'entreprises. Effectivement, Veolia, dans son dispositif
d'accompagnement de ces salariés a prévu, c'est Estelle Brachlianoff qui l'a mis en place il n'y a pas longtemps, le fait que chaque salarié de Veolia peut donner un certain nombre de jours de travail sur l'année à des actions d'aide sociétale et étant rémunéré par l'entreprise. Alors, il y a éventuellement l'accompagnement de jeunes, mais ça peut être d'autres types d'actions sociétales. Vous savez que le métier de Veolia, c'est la transformation écologique, et donc des actions de protection de l'environnement, par exemple, peuvent en faire partie. Voilà une manière de permettre aux salariés, au-delà de leur travail et dans le cadre de leur vie professionnelle, d'accomplir de manière modérée, quelques jours par an, des actions qui permettent d'élargir le sens de leur travail, je dirais, à la société tout entière. Alors Nicolas Namias, ouais. si vous voulez rajouter quelque chose, et nous avons une question là-bas. Oui, je vais être très, très bref pour compléter. Effectivement, Antoine a décrit ce qui existe chez Veolia. Je crois qu'on a tout ce type d'engagement. On l'a chez BPCE avec les collaborateurs des banques populaires, des caisses d'épargne. On a ce même engagement. J'aimerais simplement compléter d'un élément. Vous avez fait référence à la loi, à une forme d'obligation légale en la matière. Et madame, vous l'aviez fait également référence aux dispositifs légaux et réglementaires. C'est très bien, mais honnêtement, je crois qu'il ne faut pas attendre ça. C'est-à-dire que les entreprises, on a une responsabilité, un engagement qui n'a pas à attendre la réglementation, qu'elle soit légale ou réglementaire. Par construction, ces engagements en matière d'ascenseur social, mais plus généralement, ces engagements en matière d'ESG, par construction, ce sont ceux qui ne sont pas dépendants de la loi. Sinon, ce n'est plus une politique ESG, c'est juste l'application de la loi. J'insiste beaucoup là-dessus. Je crois qu'on a tous, sur cette estrade, une conscience aiguë de cela. Mais tout ce qu'on évoque ce matin, pour moi, va au-delà de la loi. J'attends pas la loi. Et j'insiste là-dessus parce que, encore plus, dans les moments complexes que l'on voit dans le monde public, moi, je crois que plus que jamais, nos entreprises, et particulièrement les grandes entreprises, ont un rôle intrinsèque qui n'est pas dépendant des pouvoirs publics. Lundi matin, j'aime bien prendre cet exemple, lundi matin, on ne sait pas exactement ce qui se passera. Ce que je sais, pour BPCE, c'est que mes 100 000 collaborateurs seront là pour servir nos 35 millions de clients et qu'on fera les prêts qu'il faut pour accompagner nos clients, quoi qu'il se passe lundi matin. Voilà, on n'est pas dépendant de la loi sur ces engagements. Merci beaucoup. Isabelle, il faut ajouter qu'en matière d'ascenseur social Attendez, et de promotion, sinon, interne, la loi Antoine, n'oblige à pas grand-chose. Donc c'est vraiment les politiques d'entreprise elles-mêmes qui font la promotion sociale. Il n'y a rien dans la loi là-dessus. Une question de madame. Je pense qu'après, on va devoir malheureusement... Bonjour, je suis présidente d'une petite SAS. On n'est que 12 et 2 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Merci pour tous vos témoignages. Merci pour tout ce que vous faites humainement. Ma question, c'est est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réfléchir à descendre l'escalier, le nombre d'étages de l'ascenseur social, enfin le ciel comme quand on jouait à la marelle, quoi, tu vois, le truc très en haut. Parce qu'en venant, là je suis venue ici, à pied, j'ai vu un hôtel qui est à 200 mètres, il y avait 3 magnifiques camions qui allaient venir ici pour amener des gens. Ça m'a pas beaucoup intéressée, quoi. On est en période où il faut faire attention à tout. Je me dis, est-ce qu'on peut... Vous faites très envie à tout le monde parce que vous êtes formidable, vous dirigez le monde et tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas redescendre un petit peu pour que tout se passe de façon plus harmonieuse, que si tout le monde avait toutes les maisons que vous avez, on ne pourrait plus les coller sur la planète, donc redescendre pour voilà. Mais encore une fois, bravo pour ce que vous faites là où vous êtes dans la société dans laquelle nous vivons, mais est-ce qu'on peut ensemble la redessiner un petit peu? Merci. Merci pour votre... Pardon. Benoît Vas-y, Bazin Jean-Pierre. Oui,
On aspire tous à ça, madame. Vous avez raison, il faut être un peu idéaliste. Je pense qu'on manque un peu d'idéaux. Il faut faire attention à garder de l'utopie, garder des idéaux. Ces idéaux, c'est le bien vivre ensemble, c'est le bonheur. Je crois qu'il y avait une table ronde sur le bonheur ou un échange sur le bonheur. Je crois qu'on a tous ce souci. Alors on est là où on est, vous avez raison, on a notre responsabilité du moment. Et là où on est, on essaie de faire au mieux. Voilà, faire au mieux, je crois que vous l'avez compris, c'est la perception quand même qu'on a plusieurs parties prenantes. On a des clients d'abord, on est une entreprise publique ou privée, on produit des services et des biens. Donc il faut qu'il y ait des clients qui nous les achètent, sinon on est mal. Voilà, donc, et nos salariés seront mal. Donc on a le souci du client, on a le souci de nos salariés, vous l'avez compris. On se sent tous responsables de chacun de nos salariés, dans sa diversité, dans sa qualité de personne. Je crois aussi qu'on est en train de changer dans les politiques RH, c'est beaucoup moins collectif, ou à côté du collectif, il y a l'individuel de plus en plus. Parce qu'il faut prendre en compte chaque individu dans ses situations personnelles. On a les territoires dans lesquels on est. Moi, j'aimais le mot d'être enraciné. J'aimais cette image des racines. Vous voyez, donc on a cette perception. Alors là où on est, modestement, on essaie de faire le mieux pour le bonheur des gens. Voilà, donc on se rejoint un peu. Et moi, je revendique une part d'idéalisme. Voilà, on a le droit, nous aussi, à une part de rêve et d'idéalisme. Mais madame, vous êtes formidable, vous aussi, avec vos 12 salariés. Pas moins que chacun d'entre nous. Hein. Fini. Donc bravo à vous. Patrick, le mot de la fin. Oui, juste en 30 secondes. Je crois qu'on a fait beaucoup de tours. On n'a pas beaucoup parlé du monde des PME. Hein, on n'avait que des grands groupes autour de la table. PME non plus, oui, et donc on a une représentante du monde des PME. Voilà. Et donc peut-être que le monde des PME aussi a à dire et soit apporte des solutions, soit pose problème, etc. Et je crois qu'on a une autre idée, c'est que la désindustrialisation est absolument catastrophique parce qu'elle condamne la disparition de la classe moyenne. Hein, et si on veut éviter cette polarisation incroyable du marché du travail qu'on a vu depuis 20 ans, il faut absolument régénérer de l'industrie. Merci à tous.